Il y a des matchs qui redéfinissent le football africain. Des rencontres qui, par leur histoire et par leur contexte, dépassent le sportif. Maroc-Cameroun en est une. À seulement 2 jours de ce choc entre deux géants du football africain, nous avons décidé de faire un petit saut dans le passé et de remonter jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 1988. Une CAN durant laquelle le Cameroun avait battu le Maroc à domicile en demi-finale et était ensuite allé remporter la finale contre le Nigeria. Pour nous raconter cette épopée des Lions indomptables, nous avons avec nous un homme, un monument du football africain, et il était au cœur de cette histoire. Bonjour Claude. Salut, comment va? Très bien. On est présent ici au Maroc, à Rabat, pour la CAN 2025. Déjà, comment tu te sens ici aujourd'hui? À moi, parfaitement bien. Mais bon, dès qu'il y a, on a de la chance en ce moment, un peu de soleil, des terrains de foot, des joueurs, pas trop de dirigeants, euh, en général, je me sens toujours bien. On va évoquer avec toi, à 2 jours seulement du choc Maroc-Cameroun, la rencontre qu'il y avait eu entre ces deux équipes en 88, pour laquelle tu étais un des acteurs principaux. Tu étais donc le sélectionneur du Cameroun à cette époque. Aujourd'hui, il est difficile de retrouver des images d'archives de cette compétition. Est-ce que tu peux nous dire quelle était l'atmosphère lors de cette édition de la CAN? Bah, l'atmosphère au départ était plutôt sympa. Bon, nous, on arrivait un peu sur la pointe des pieds. Moi, j'avais quasiment reconstitué une équipe avec des jeunes joueurs locaux que j'avais dénichés. J'avais créé une équipe nationale locale bien avant le CHAN. Donc on allait lancer des défis dans les provinces et au hasard de ces défis, partout je dénichais un joueur ici ou là. C'est comme ça que les Massing, Tatone, Deep et consorts sont venus me rejoindre avec l'équipe nationale. Et donc j'ai complètement transformé l'équipe de 86 et pourtant on était allé en finale en Égypte, on avait été battu en finale au tir au but et j'ai gardé une structure. C'était plus Thomas Nkono, c'était Joseph-Antoine Bell, puisque moi j'avais décidé de ne jamais prendre les deux en même temps, parce qu'il y avait une dualité tellement importante entre deux que ça ne servait à rien. Donc je prenais toujours un de ces deux, qui étaient deux des meilleurs gardiens de but au monde à l'époque. Donc j'ai toujours dit, quand on a des gardiens de but de cette qualité dans une équipe nationale, on est toujours un meilleur entraîneur. J'avais gardé donc Koundé, une colonne vertébrale, Koundé et Roger Mila. Et autour de ça, des jeunes joueurs qui sont arrivés. Bon, Makanaki, que j'étais allé voir au Gazélec d'Ajaccio. Bon, Paul-Louis Mfédé qui était à Rennes. Voilà, et quelques joueurs d'expérience locaux comme John Kep. Et puis des jeunes joueurs du cru camerounais, très talentueux, beaucoup de qualité technique, beaucoup de qualité athlétique. Voilà comment on a bâti cette équipe pour démarrer cette CAN 88 où on ne nous attendait pas du tout. Et comment tu décrirais la ferveur dans le pays à ce moment-là, quand tu venais d'arriver, de poser les pieds au Maroc? Incroyable. Il y avait tout un peuple, comme 38 ans plus tard, il y avait tout un peuple derrière son équipe. Ils avaient une très très grosse équipe. On parle de l'équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, mais cette équipe-là, El Adaoui, Bouderbala, Krimo, Zaki et compagnie, était une équipe qui venait de faire une très grande Coupe du Monde au Mexique. Donc ils étaient archi favoris aussi euh, cette année-là. Les enfants portaient les noms et les maillots des joueurs de l'équipe du Cameroun. Et toutes les équipes avaient été parrainées de cette façon-là. C'était plutôt sympa. Ça a été sympa jusqu'au moment de la demi-finale, où là, c'est devenu un peu plus tendu, quoi. À ce moment, le Cameroun avait déjà été champion d'Afrique pour la première fois de son histoire en 4 84, ans avant, oui. voilà, sous les ordres de Radivoje Ognjanović. Et toi, tu la reprends un peu plus tard, tu fais finale contre l'Égypte ensuite. Est-ce que en 88, tu ressens une forme de pression, comme une obligation d'aller chercher le titre ou au moins jouer la Non, pas finale? du tout. Pas du tout. Où ça a été un petit peu difficile à négocier, c'est que avec Roger Mila, Joe Bell et Thomas Nkono, il y avait deux autres joueurs qui étaient les figures emblématiques, mais véritablement les superstars du Cameroun, mais pas que du Cameroun, de tout le continent africain, qui étaient Grégoire Mbida et Dr Abega. Et moi,
comme dans l'intervalle, j'avais déniché des jeunes joueurs de talent, les François Mabic, André Canabic et consorts, je me suis séparé, au moment de faire la liste des 22, puisqu'à l'époque c'était une liste des 22, je me suis séparé de Dr Abega, et paix à son âme, et Grégoire Mbida. Et donc ça a déclenché des manifestations dans les rues à Yaoundé et Douala terribles. Des milliers de personnes sont venues défiler en disant Claude, il est temps que tu rentres chez toi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir touché à ces deux icônes intouchables des lions indomptables? Mais bon, moi, je suis resté sur mes positions. Donc, c'est ça qui avait donné une énorme pression. C'est que bon, personne comptait sur nous. C'était, à part, je le disais, toute cette structure, cette colonne vertébrale, que des joueurs complètement inconnus. Mais moi, je savais où j'allais parce que ça faisait quand même 2 ans que je fonctionnais avec cette équipe et qu'on n'avait quasiment pas perdu un match, quoi. On était allé gagner partout. J'avais comme acquis d'avoir gagné la finale intercontinentale en 85, c'est-à-dire que ça m'avait donné un petit peu de temps de respiration. Mais quand je suis arrivé au Cameroun, moi j'étais quelqu'un qui finissait une assez longue carrière de joueur professionnel. Les gens ne voulaient pas de moi, quoi. Dans la rue au départ, ils me regardaient, ils faisaient « reprends l'avion, on n'a pas besoin d'un jeune blanc-bec comme toi pour diriger ce qui est notre patrimoine national, les lions indomptables ». Donc les premiers mois avaient été très difficiles. Puis petit à petit, à force de résultats, j'ai acquis une certaine solvabilité, toute relative, au Cameroun. Beaucoup de gens ici sur le continent, en général, te prêtent un surnom que tu as déjà certainement entendu, le sorcier blanc. Est-ce que c'est de cette période-là qu'il Oui, te vient? moi j'aime pas le sorcier blanc, c'est pour ça que le livre que j'ai écrit, j'ai refusé qu'il y ait une nuance racisante et que je l'ai appelé le sorcier blond. Mais effectivement, c'est venu d'une façon très simple. C'est quand je suis arrivé pour la première finale intercontinentale contre l'Arabie Saoudite, eux étaient champions d'Asie, nous champions d'Afrique. J'ai dit que la délégation, je la voulais la plus légère possible. Les joueurs, quelques dirigeants, très peu. Pas du tout, même si c'était possible. Et c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment en odeur de sainteté totale avec les sphères dirigeantes dans ma carrière de footballeur. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. Et il y avait toujours dans la délégation, officiellement, des marabouts, un féticheur, qui étaient partie intégrante de la délégation, qui touchaient les primes comme les joueurs et tout. Et j'ai dit donc, moi je ne veux pas de tous ces gens-là avec moi. Et passez-moi l'expression, mais en déconnant. J'ai dit, moi je suis breton, je suis du pays de Merlin l'Enchanteur, dans la forêt de Brocéliande. C'est le premier marabout dans l'histoire de l'humanité, donc vous n'allez pas m'impressionner. C'est là qu'est partie cette légende. Mais j'étais très clair, moi, si les joueurs voulaient aller voir leur marabout, leur féticheur, leur marmiteur, je ne sais pas comment ils les appelaient tous, parce qu'ils avaient tous des noms différents, moi je les laissais parce qu'en Afrique, il faut quand même tenir compte des réalités, mais comme en France. C'est-à-dire que ce sont des psys, et ce sont des gens qui peuvent être très positifs pour les joueurs, mais en dehors du cadre de l'équipe nationale. Donc, moi, je leur disais, si vous voulez aller les voir, allez les consulter, allez leur parler. Il n'y a absolument aucun problème, mais ils ne peuvent pas faire partie intégrante d'une équipe nationale. 88, c'était la 16e édition de la CAN. Il y avait 8 équipes, donc l'Égypte, tenante du titre, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Zaïre, devenu RDC, le Kenya et le Cameroun. Et vous étiez la seule équipe à avoir engrangé plus d'une victoire. Vous en aviez eu 3. Est-ce que vous aviez eu l'impression de survoler la compétition ou d'être vraiment supérieur aux autres équipes? Il fallait multiplier les exploits. C'est-à-dire qu'il fallait une fois battre le Nigeria, battre le Maroc, battre la Tunisie, battre l'Égypte. Donc, c'était déjà une performance de se qualifier pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y avait que 8 équipes. Et c'est vrai qu'on a perdu en crédit. Notre premier match, c'est contre l'Égypte. Il y a une anecdote, c'est que Joseph-Antoine Bell, à ce moment-là, joue un match de Ligue des Champions avec Marseille. Donc, j'ai négocié avec l'OM. Ils m'ont demandé, j'ai dit OK, vous me le mettez à disposition dès le deuxième match. Donc, le premier match, c'est pas Joe qui joue, c'est Jacques Songo. Et j'ai expliqué à Jacques Songo que même s'il faisait le plus grand match du monde comme gardien, il ne jouerait pas le deuxième parce que le titulaire allait arriver. Donc, moi, je prenais un très gros risque, qui n'a pas toujours été très bien perçu, et la chance veut que et Jacques Songo fait un très bon match, et on bat l'Égypte, qui était le champion en titre, puisque c'était les champions de 86 qui nous avaient battus en finale au tir au but. Donc, à partir de là, on a 3 points. On sait que, normalement, si on continue avec des matchs nuls,
on peut s'en sortir à partir du moment où on a battu l'Égypte. On pense naïvement battre le Kenya, qui c'est à peu près la seule période de leur histoire où ils ont une équipe très forte. On va parler de ton effectif de cette époque, en commençant par un homme, une légende que tu as revue d'ailleurs récemment, Roger Mila. Il avait Mon terminé frère, co-meilleur buteur de la CAN. Tout le monde sait qui est Roger Mila, mais les gens de ma génération ne l'ont jamais vu jouer. C'était quoi le profil d'attaquant de Roger, son registre sur le terrain? Roger, c'est. En plus, ce qui est très drôle, c'est que on oublie que quand moi je prends l'équipe nationale du Cameroun, j'ai 36 ans. Je suis sélectionneur à 36 ans. Et quelques années avant, Roger était mon adversaire en première division en France. On a joué souvent l'un contre l'autre. Roger a eu une malchance incroyable, c'est que il est arrivé à Valenciennes avec un président assez bizarre dans le comportement. Ça serait très, très fort de dire que c'était un comportement esclavagiste, mais pas loin. Donc il le paie avec rien du tout. Il est dans un club très moyen. Moi, quand je le rencontre, je suis ébloui par son talent, par sa pureté technique. Après, je m'en rendais compte. On pouvait passer 2 heures et demie à l'entraînement sans que jamais il fasse la moindre faute technique. C'était le football personnifié, quoi. Il savait tout faire. Il était bon dans le jeu aérien. Il était très fort, très belle frappe. Techniquement capable d'éliminer tout le monde. On a vu d'ailleurs, là on parle de 86 et 88, mais 14 ans plus tard, en 90, c'est quasiment là, à presque 40 ans, qu'il se révèle aux yeux du monde. Donc on imagine un petit peu ce qu'il était capable de faire 14 ans ou 16 ans ou 20 ans avant, quoi. C'était joueur absolument exceptionnel de talent. C'est vrai que s'il était arrivé dans un grand club en Europe, il n'y avait pas le ballon d'or à l'époque, puisque ça a commencé avec Georges, mais il aurait été considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire. En tout cas, pour moi, c'est un des plus grands talents, et j'ai eu la chance d'en diriger quand même beaucoup en 42 ans de carrière d'entraîneur. Un des plus grands talents que j'ai vu. C'était du plaisir quand je partais avec mon sac de ballon sur l'épaule et que je partais à l'entraînement. Je savais que j'allais me régaler pendant 2 heures ou 2 heures et demie avec Roger, mais avec d'autres joueurs aussi, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs doués techniquement, mais Roger était l'exemple même de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la pureté dans le foot. Si tu pouvais citer un attaquant de l'ère moderne qui te rappelle Roger Mila, ce serait qui? Je pense que Sam Eto'o était dans ce registre-là aussi. Sam, que j'ai repris en Coupe du Monde quand il avait 17 ans, je l'ai pris avec moi et je l'ai fait démarrer à ce moment-là en Coupe du Monde. Donc c'était un petit peu ce même profil, quoi, complètement à disposition de l'équipe. Si l'équipe du Cameroun est tellement solidaire en ce moment, c'est qu'ils ont un président qui a accepté de jouer arrière latéral pour gagner une Ligue des Champions, donc qui sait ce que le mot solidarité veut dire. Et Roger, c'était ça, c'était un talent incroyable, un surdoué à la disposition de l'équipe, qui gueulait tout le temps, qui n'était jamais content, qui quelquefois parlait plus vite qu'il ne pensait, donc que j'ai jamais voulu mettre capitaine, jamais. Et ils m'ont gueulé en me disant ah, tu veux pas me mettre capitaine, tu me respectes pas et tout. Je dis mais non, je vais pas te mettre capitaine parce que j'ai pas envie que tu te disperses, concentre-toi sur le jeu. Mais quand on a été champion, j'ai demandé à Émile Mbou, qui était le capitaine, de lui donner son brassard à la fin du match et d'aller recevoir la coupe du roi actuel, puisque Hassan II, Sa Majesté, ayant été tellement dépité par la défaite en demi-finale, n'était pas venu présider la finale. C'était le prince héritier, l'actuel roi Mohamed VI, qui était venu présider la finale. Et comme lui aussi faisait la tête, dernière anecdote sur ce moment-là, je ne suis pas allé chercher ma médaille dans la tribune, je suis resté en bas. Moi, les gens qui n'ont pas l'air heureux et tout, je ne veux pas leur donner non plus le change, donc je n'ai jamais reçu ma médaille. Parmi les joueurs de ton effectif qui figuraient dans l'équipe, il y avait notamment Joseph-Antoine Bell, le gardien de but, les défenseurs Emmanuel Koundé, Stéphane Tatao, Émile Mbou, Louis Fédé. Qu'est-ce que ces noms t'évoquent? Bah, que du bonheur, que du plaisir, que de la tendresse, qu'une certaine générosité. Et puis il y a, par exemple, il y en a plein d'autres, Massing, Olé Olé, Charlie Tamarque. Emmanuel Koundé, c'était l'élégance faite joueur, quoi.
il nous a quittés il y a très peu de temps, mais c'était un joueur incroyablement doué. Incroyablement doué. Il avait tout. Au départ, c'était un milieu relayeur plutôt offensif, que moi j'ai mis comme dernier défenseur. Et d'une façon très drôle, si on regarde l'équipe de cette époque-là, Massing au départ était avant-centre, Tato était avant-centre, Olé Olé était ailier droit, Charlie Tarmac était un ailier gauche. C'est-à-dire que moi j'ai passé toute ma vie à reconvertir des attaquants de qualité, mais pas des super attaquants qui avaient des limites, en défenseurs, parce que c'est quand même plus facile de trouver une solution sur 70 mètres de large que sur 7 mètres 32. Et toute ma vie, j'ai reconverti des joueurs comme ça, défenseurs. Et si bien que dans cette équipe de 88, il y avait quasiment que des anciens attaquants sur le terrain. Le seul qui avait un profil de véritable défenseur complet, c'était Massing, mais qui pourtant lui aussi avait joué comme avant-centre. Lui, j'avais récupéré dans le nord-ouest anglophone alors qu'il est Bassa. Tamark dans le sud-ouest anglophone alors qu'il est Bassa. Et j'avais beaucoup de joueurs Bassa dans mon équipe. Et à l'époque, la rumeur courait que c'est sûrement parce que je devais avoir une fiancée Bassa que j'avais pris autant de joueurs Bassa dans la sélection. On en vient maintenant au cœur du sujet. Vous entamez votre compétition avec une première victoire 1-0 contre l'Égypte, puis vous enchaînez 2 matchs nuls contre le Nigeria et le Kenya, ce qui vous permet d'aller en demi-finale. Et là, vous rencontrez le Maroc à domicile. On est le 23 mars 1988, ça se passe au stade Mohamed V de Casablanca devant plus de 45 000 personnes. Est-ce que tu peux nous raconter ce match? Bon, on arrive assez serein parce que déjà, on sort d'une poule quand même avec Nigeria-Égypte. Donc déjà, c'est le début d'une petite performance, quoi. Moi, j'ai commencé mon aventure en Coupe d'Afrique 2 ans avant, sans perdre un match, en sortant dans notre groupe de qualification l'Algérie et le Maroc, qui étaient les 2 qualifiés africains pour le mondial, déjà. En 86, il y avait 2 équipes africaines, et c'était l'Algérie et le Maroc qui étaient dans notre groupe de qualification en Égypte. Donc, je sors de cette Coupe d'Afrique des Nations sans avoir perdu un match, juste au tir au but en finale. Et là, on enchaîne à nouveau par 3 matchs invaincus dans la poule. Donc, le Maroc, moi, je ne cesse de répéter aux joueurs d'être complètement relâchés parce qu'on a tout à gagner. Il y a cette équipe du Maroc qui est éblouissante techniquement, qui a vraiment un talent énorme, une addition de talent énorme, puis en plus, qui a de la qualité collective. Ils ont une petite faiblesse sur laquelle on travaille des jours et des jours, c'est que leur côté gauche défensif, selon moi, mais bon, ils cherchent trop vite, trop loin devant les bons joueurs de tête qui étaient Crimo, El Adaoui un peu en retrait. Donc on abandonne complètement le côté gauche défensif marocain, on les laisse développer le jeu, on ferme sur l'intérieur et sur le côté droit. Et si bien qu'avec mes grands gabarits, Abena, Koundé, Tato et compagnie, on récupère tous ces ballons aériens et là on peut repartir de derrière tranquillement. Donc je pense que tactiquement on avait incroyablement bien préparé ce match. Et puis je dis aux joueurs que là, c'est que du bonheur, on a tout à gagner, quoi. Si on bat le Maroc, c'est l'exploit de cette compétition, ils sont archi favoris. Donc on arrive très relâché, c'est un match très très serré. Ils sont dangereux 2 ou 3 fois. Antoine Bell fait 1 ou 2 arrêts, Zaki aussi dans le but. Et puis Makanaki marque ce but 75e, enfin un quart d'heure de la fin à peu près. Après un épisode qui m'a pas du tout plu, c'est que un joueur marocain crache sur André Kanabi, qui lui met un coup de tête. Le joueur marocain a le nez cassé, mais moi je vois vraiment, je suis l'action telle qu'elle est, je ne vois pas ce qui se passe à ce moment-là, je l'ai su qu'après. Et j'ai hésité longuement pour la finale même à mettre André parce que bon, quand on est entraîneur, on ne peut pas valider ce genre de truc. Et moi, j'adorais André Kanabi, qui était un joueur d'une qualité technique incroyable, mais aussi qui avait le son très chaud et qui avait eu tort d'avoir ce geste-là en demi-finale, mais provoqué par le joueur marocain. Ce but de Cyril Makanaki, beaucoup d'entre nous ne l'ont pas vu, ne le verront peut-être jamais. Est-ce que s'il te revient, tu peux nous le décrire? C'est une frappe en dehors de 16,50 m, comme à la Makanaki, c'est-à-dire qu'il était toujours d'une très grande précision. Il n'avait pas une énorme frappe de balle, mais il jouait très juste. Et donc, il met un ballon dans le coin, très très bien frappé,
pas très fort. Zaki est un peu masqué au départ de l'action et voilà, ça suffit pour aller en finale. Coup de sifflet final, comment tu décris la colère ou la tristesse chez les supporters marocains? Non, la colère, elle est terrible parce que dans l'intervalle, ils ont annoncé que le joueur était mort. Enfin, certains. Alors, il n'y avait pas les fake news d'aujourd'hui, on était bien loin, il n'y avait pas les portables et tout, mais la rumeur, on reste 2 heures dans les vestiaires avant de pouvoir quitter les vestiaires, 2 heures et demie, très longtemps. Ma femme est là au match, elle est là avec Louis Nicolin, le président de Montpellier, parce que Roger jouait à Montpellier, et Jean-Pierre Hureau, le président du Havre, parce qu'Émile Bou joue au Havre. Et elle s'inquiète, donc elle ne peut pas m'appeler, il n'y a pas de portable. Et moi, je dis, bon, il faut trouver une solution, il faut que j'aille voir les parents. Moi, je suis effondré, quoi, effondré, parce qu'on y croit jusqu'au moment où un journaliste français, Patrick Lafayette, qui était patron de la rubrique foot de l'équipe, vient nous dire, non, c'est une rumeur, c'est pas vrai, il a le nez cassé, mais c'est tout, quoi. Énorme soulagement, mais le gouvernement et le royaume ayant peur un petit peu de représailles, les blindés arrivent autour de l'hôtel. On est protégé par les blindés après cette demi-finale, et donc on vit jusqu'à la finale dans une atmosphère très très pesante, parce que les Marocains vivent très douloureusement cette défaite en demi-finale, et en plus cette blessure de leurs joueurs. Mais paradoxalement, moi, j'avais pas envie de rester pendant 3 jours à l'hôtel. Donc le lendemain, je dis à ma femme, on va aller découvrir un peu la campagne autour de Casablanca. Tout le monde me dit, il faut pas y aller, vous allez avoir des ennuis et tout. Et moi, j'avais fait des déclarations en regrettant ce geste et tout. Et finalement, on est partis tous les deux. On a été reçus vraiment à bras ouverts dans les villages des gens, d'une gentillesse incroyable, où à chaque fois, j'étais obligé de leur présenter mes excuses pour ce mauvais geste. Mais non, puis de là est née vraiment une histoire d'amour avec ce pays, parce que j'y reviens souvent quand on a quelques jours de libre, on adore Tanger, donc on va passer quelques jours à Tanger. Mais les heures qui ont suivi la finale ont été très lourdes. Pendant une demi-heure, on a cru que le joueur était mort, donc ça, vous imaginez, vous êtes sélectionneur d'une équipe, en face, c'était terrible, quoi. Je revis ça encore, et heureusement que d'un seul coup, on nous a démentis. Et puis après, on a eu, alors on ne sait plus, on nous disait 60, 70 000, on ne sait plus, parce que le stade était plein à craquer. On a eu, pour la finale, 60 000 supporters du Nigeria, avec 1 millier de Camerounais, puisque tous les Marocains qui avaient acheté leur billet pour la finale étaient là, et tous, bien évidemment, étaient devenus les supporters naturels du Nigeria. Donc une finale gagnée contre le Nigeria avec ce penalty d'Emmanuel Koundé à la 55e minute. Ouais. Sentiment, comment tu le vis? On maîtrise parfaitement la finale. Il faudrait revoir les images. Moi, j'ai le sentiment, et je l'ai dit dès la fin du match en conférence de presse, qu'on leur refuse un but, ça doit être très limite. Moi, d'où je suis, mais je ne suis pas bien placé, j'ai pas le sentiment qu'il y ait hors-jeu sur le but de Nossou. Bon, ils avaient aussi eux que des super joueurs qu'ils ont dans tous les plus grands clubs, contrairement à moi, où j'avais beaucoup de joueurs locaux. Mais ils n'ont pas du tout discuté, les Nigérians. C'était assez étonnant. Moi, quand ils ont refusé le but du Nigeria, j'étais un petit peu sceptique. Mais par contre, dans le jeu, on avait été très bon. Là, on avait acquis une maturité collective, une maturité tactique qui nous permettait d'avancer tranquillement. Ouais. Donc demi-finale contre le Maroc, vous remportez donc 1-0. L'autre demi-finale, c'est Nigeria-Algérie, que le Nigeria remporte au tir au but. Ouais. Et petite parenthèse assez sympathique, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes équipes se rencontrent à nouveau. Donc 38 ans plus tard, le Nigeria va affronter l'Algérie en quart de finale et le Maroc va affronter le Cameroun. Quelle est ton analyse par rapport à cette rencontre Maroc-Cameroun qui arrive vendredi prochain? Je dis que si l'histoire ne se répète pas, elle bégaye quelquefois.
Donc c'est pour ça que j'ai autant de discussions avec des Camerounais, hier soir encore, au restaurant où j'étais, des Marocains qui sont stressés, quoi. Ils se disent le Cameroun nous a jamais trop réussi, on les avait sortis en 86 de la poule, on les a battus en demi-finale. Bon, moi je suis plus l'entraîneur, mais après moi je les ai sortis aussi en phase de groupe au Ghana quand j'entraînais le Ghana et que c'était mon ami, presque mon frère Henri Michel qui entraînait cette équipe du Maroc. Donc c'est vrai que les Maroc-Cameroun n'ont pas souvent réussi aux Marocains. Ça va être un match. Il y a beaucoup de talent. Moi, j'aime cette équipe du Maroc. Bon, je suis attaché au Cameroun, bien évidemment. C'est là où tout a démarré pour moi. Donc, je ne vais pas d'un seul coup jouer le faux cul là, qui dit ah non, non. Bien évidemment, sans le Cameroun, rien de ce qui m'est arrivé. Bon, ça serait peut-être arrivé ailleurs, mais en tout cas, ça m'a permis de partir sur des bases formidables. Mais j'adore cette équipe du Maroc. Et je les ai trouvés dans leur troisième match. Les gens, je trouve, n'en ont pas assez parlé. Je les ai trouvés éblouissants collectivement pendant 30 minutes. J'ai trouvé que c'était exactement le football que moi je revendique. Je l'ai dit d'ailleurs à Walid Regragui. Et je ne comprends pas qu'il soit critiqué. Ça paraît, c'est surréaliste, quoi. C'est même kafkaïen, quoi, quelque part, en termes de psyché, quoi, par rapport à une équipe. Il amène cette équipe en demi-finale de Coupe du Monde. Parce qu'il a un peu raté la Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière. D'un seul coup, on remet en cause tout. Quand on a fait des résultats qu'il a fait, en club, il a été champion avec le FUS. Et vous regardez l'histoire du championnat de première division marocain, le FUS, il n'a pas gagné beaucoup de titres. Après, il prend l'OUAC, il est champion d'Afrique. Après, il prend l'équipe nationale du Maroc. Il arrive en demi-finale de Coupe du Monde. S'il n'a pas encore réussi à asseoir sa crédibilité dans son pays là-dessus, moi je suis très surpris. Donc je ne défends pas parce qu'il faut le défendre, mais je le défends parce qu'il mérite d'être défendu, quoi. C'est quelqu'un de cohérent, c'est quelqu'un qui sait où il va. Après, le foot, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas toujours une grande logique. C'est pour ça que nous, les entraîneurs, on est en général les plus mauvais pronostiqueurs parce qu'on s'appuie sur une certaine logique. Elle est souvent battue en brèche. Donc ça va être un match, je pense, très très serré parce que les Camerounais ont retrouvé de l'allant, ils ont retrouvé de l'élégance, ils ont retrouvé du jeu camerounais. Et en plus, quand il y a des joueurs qui se révèlent dans une compétition, comme Koufane, comme Baleba et Nko, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on se met le vent dans le dos et quelquefois, le vent, il est inarrêtable et l'adversaire, il doit faire comme le président Houphouët-Boigny disait, quand le vent souffle trop, là, vous baissez un peu l'échine, vous courbez l'échine, puis au fur et à mesure où le vent baisse de plus en plus, vous commencez à vous remonter, quoi. Donc, c'est aussi la vie du foot. Il y a un sentiment général chez les supporters marocains qui estiment que cette équipe marocaine doit absolument, à minima, aller en finale ou gagner le trophée. Est-ce que s'ils C'est pas un sortent face minimal en au... finale, ils s'en moquent complètement. Eux, c'est pour gagné. remporter le trophée, Oui. est-ce que s'ils sortent face au Cameroun, ce serait considéré comme un échec pour toi? Pour moi, non, parce que pour moi, c'est parce que c'est la vie du foot. Bon, hier, il y a eu un match Algérie-RDC. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, avec une équipe un peu meilleure en talent que l'Algérie, qui à la 119e a réussi à gagner. Ça se joue comme ça sur un but exceptionnel, mais le foot, c'est ça. C'est pour ça que c'est un jeu tellement passionnant, parce qu'on ne peut pas prédire, même si dans cette Coupe d'Afrique des Nations, tous les gros sont là, quoi. On arrive en quart de finale et véritablement, il n'y a pas de petit poussé qui est venu grappiller quelques cailloux ici et là et tout. Tous les gros sont là. Ça sera par contre une déception énorme dans le royaume chérifien. Ça, c'est sûr qu'une élimination, ça serait bien évidemment très très mal vécu. Et Walid sera en position très compliquée avant la Coupe du Monde. Il ne faut pas se voiler la face. Il doit très bien le savoir lui-même. C'est pour ça que ce match est passionnant sur le plan technique, tactique et athlétique, mais il est passionnant sur le plan mental, quoi, sur le plan psychologique. Ça va être une drôle de bagarre. Et en face, il
ils ont la malchance d'avoir une équipe entraînée par un entraîneur qui sort de nulle part, comme ça, qui est complètement plein de bonhomie, qui se pose aucune question, donc il subit aucune pression, lui, parce que tout ce qui lui arrive, c'est que du bonus. Donc c'est toujours dangereux, ce genre d'équipe dirigée par des entraîneurs complètement relâchés, parce que ça crée aussi beaucoup de relâchement dans le groupe. Donc ça va être un match intéressant. Prévoir le match, je pense que les Marocains doivent se dire qu'ils ne peuvent pas passer à côté, quoi. Mais les Camerounais aussi. On va terminer sur un petit jeu de rôle. Si tu étais sélectionneur aujourd'hui Voilà. de ces Lions indomptables à la place de David Pagou, qu'est-ce que tu dirais à tes joueurs pour aller chercher cette victoire face au Maroc? Non, moi, j'aime pas jouer la place. Il y a quelqu'un qui est en place comme sélectionneur. Et moi, est-ce que j'aurais aimé, pendant toutes ces années où j'ai été sélectionneur, que quelqu'un vienne donner des leçons ou des conseils et tout? Non. Je pense que c'est très drôle. Je tiendrai exactement le même discours de 88, à savoir, prenez du plaisir, soyez relâchés, gardez le ballon au maximum. Le ballon, c'est un trésor, c'est tellement précieux qu'il ne faut pas le gâcher, il ne faut pas galvauder. Donc faites-le vivre. Quantité de courses, récupération collective du ballon. Moi, je pense qu'il faut aller les chercher un petit peu haut, les Marocains, pour les piquer dans le dos de la défense centrale. Donc on travaillerait là-dessus. Autant 88, j'avais travaillé sur notre jeu extérieur pour aller les chercher dans le dos des défenseurs latéraux. Là, je travaillerai plus dans le jeu intérieur, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Merci beaucoup, Claude. Merci.